Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve de loin pour un travail à distance que je vous donne à la place du cours qu'on aurait fait normalement en classe. Donc, je redis que le contrôle est reporté à mercredi et le travail qu'on va faire maintenant, je ne le referai pas en détail en classe, c'est-à-dire que je vous donnerai éventuellement la feuille corrigée imprimée, mais il faut absolument que vous l'ayez fait parce que je ne vais pas avoir le temps de faire deux fois le cours. Alors, vous aviez un travail qui portait sur la vie des Français pendant l'occupation, avec des questions associées à ces documents que nous allons corriger et expliquer maintenant. Alors, au préalable, avant de parler de l'activité en elle-même, il faut comprendre ce que c'était que l'ambiance de l'occupation en France. Et pour ça, je vous montre quelques documents qui le montrent. Donc déjà, c'était la présence allemande, en particulier très forte dans la partie nord de la France, dans la zone occupée, qui se sentait partout, hein, c'est-à-dire que la troupe allemande était partout. Là, vous voyez, on a une image du Palais Bourbon, c'est-à-dire le palais qui abrite l'Assemblée nationale en temps normal, hein. Vous vous rappelez qu'elle avait été renvoyée sous le régime de Vichy, et que là, elle est marquée du signe V de la victoire des Allemands, et qu'il est écrit en allemand Deutschland siegt an allen Fronten, c'est-à-dire l'Allemagne gagne sur tous les fronts. Donc c'est une forme d'humiliation hein, pour les Français, l'affirmation de la victoire allemande sur le symbole de la démocratie française. Autre image, la police française, vous voyez ici un officier de police française qui salue un soldat allemand, donc encore une forme d'humiliation. Hein. La police française répond est soumise à l'occupant allemand. Et cette réalité donc ne va faire que s'amplifier au cours de la guerre. En 1943, par exemple, est créée ce qu'on appelle la milice. La milice, c'était le pire groupe de collaborateurs qui puisse exister, c'est-à-dire que les Français mettent en place une sorte de groupe paramilitaire. Vous voyez, donc ils ont un uniforme, ce ne sont pas des militaires, mais ils ont un uniforme, une chemise beige avec une cravate noire et un béret. Et ce sont ce qu'on appelle des collaborationnistes, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin que juste collaborer, ils collaborent avec cœur, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'idéologie nazie. Et donc cette milice, de quoi est-ce qu'elle va être chargée? Elle va être chargée de lutter contre les résistants à partir de 1943. Et en réalité, elle va aussi participer à la politique de déportation des Juifs de France et de tous les témoignages que j'ai pu entendre d'anciens résistants ou d'anciens déportés. Oh, c'était les pires personnes qui puisse y avoir, qui pratiquaient la torture avec plaisir et avec une haine féroce et qui étaient les plus violents. Donc ça, c'est la réalité, le contexte d'occupation donc que vivent les Français. Hein, ils sont confrontés à ces gens-là. Ceux-là, ils sont bien français. Hein, ils ont choisi d'être à leur poste. Alors on va voir maintenant pour ceux qui sont ni collaborateurs ni spécialement résistants, enfin pour tout le monde en fait, ce que c'était que la vie sous l'occupation. Donc je reprends l'activité que je vous ai donnée. Donc voici la fiche d'activité que vous avez eue. Donc on vous demandait d'abord à quelles difficultés de la vie quotidienne sont confrontés les Français et pourquoi selon vous. Et on voit donc cette photographie qui montre une queue très très longue, interminable, devant cette crèmerie. En effet, une des premières difficultés de la guerre, eh bien, c'était les pénuries qui frappent toute la France et de façon très forte pour tous les produits de la vie quotidienne. On manque de tout. On manque, vous voyez, là, vous avez la liste des marchandises qui manquent. Pâtes, pommes de terre, sel, margarine, œufs, confiture, légumes secs, savon, chocolat, huile, riz, farineux. Et ici, c'est juste une épicerie, donc il n'y a pas non plus, évidemment, on manque de viande, on manque d'absolument tous les produits essentiels à la vie quotidienne. Et vous voyez que les seuls qui sont en vente, eh bien, ce sont les rutabagas, les choux et les topinambours. Alors les choux, vous connaissez, hein, bien sûr, mais rutabaga et topinambour, pas forcément. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, c'est les topinambours, vous voyez, hein, c'est de la famille du navet. Donc c'est de sorte, franchement, c'est très très proche du navet. Ça n'a pas un excellent goût, hein. Et les topinambours, c'est une racine, vous voyez, ça ressemble d'aspect, ça ressemble au gingembre, mais ça n'a rien à voir en termes de goût, ça a un goût beaucoup plus doux.
C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent. Et en fait, c'était les seules marchandises qui n'étaient pas réquisitionnées pour être envoyées en Allemagne. Parce que la cause des pénuries, c'est évidemment la perturbation des circuits de commerce habituels. Hein. En temps de guerre, on ne peut pas commercer librement comme on le fait en temps de paix. Mais c'est aussi le fait que les Allemands, eh bien, voulaient absolument approvisionner la population allemande. Hein. Je vous rappelle qu'ils avaient toujours une peur, c'est que les Allemands manquent comme pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, il y a des réquisitions très lourdes qui sont faites sur les agriculteurs et l'essentiel des marchandises sont envoyées en Allemagne. On met en place des tickets de rationnement. Les gens ont donc des tickets, mais pour pouvoir bénéficier des marchandises qui vont avec ces tickets, ils sont obligés de se lever à l'aube pour pouvoir aller faire la queue et les premiers sont servis et en général très rapidement il y a tout simplement plus de marchandises en vente. Du coup, c'est la deuxième question, comment peut-on se procurer les produits manquants? Eh bien, c'est par le marché noir, hein, ce qu'on voit dans ce texte. Hein. Au marché noir, on pouvait trouver les produits qu'on ne trouvait pas dans les circuits commerciaux classiques. Le seul problème, c'est que c'était extrêmement cher. Hein. C'était des gens qui faisaient ce commerce illégalement. Ça pouvait être d'ailleurs des épiciers hein, qui faisaient ce commerce. Hein. Si vous avez envie de voir le parcours d'épiciers qui faisaient ce commerce de marché noir, vous pouvez regarder le film Au bon beurre, qui est un très bon film sur la période de l'occupation. Et en fait, donc évidemment, ceux qui faisaient le marché noir hein, risquaient d'être arrêtés, et on risquait aussi d'être arrêtés si on achetait au marché noir. Puis de toute façon, il fallait énormément d'argent pour pouvoir se payer des marchandises qui étaient vendues à un prix totalement exorbitant. Deuxième réalité qui va frapper les Français et qui a à voir avec la collaboration, eh bien, c'est ce qu'on voit avec cette affiche, une affiche de propagande de Vichy, qui incite donc les Français à aller travailler en Allemagne avec le slogan Fini les mauvais jours, papa gagne de l'argent en Allemagne, c'est merveilleux. Et on voit donc la mère de famille heureuse avec sa petite fille, heureuse également, le père en habit d'ouvrier dans une usine en Allemagne qui est également heureux de gagner sa vie et de pouvoir faire vivre sa famille en toute sérénité. Donc de cette manière, on incite les Français à aller travailler en Allemagne. En effet, vous le savez, étant donné que l'Allemagne continue la guerre, et en particulier sur le front de l'Est, eh bien tous les hommes en âge de travailler sont sur le front. Résultat, dans les usines en Allemagne, eh bien il y a un manque cruel de main-d'œuvre et en fait, ils recourent à toutes les solutions possibles pour pallier ce manque de main-d'œuvre. Donc dans toute l'Europe, hein, il va y avoir du travail forcé hein, dans les usines allemandes. On sait que ceux qui étaient déportés dans les camps de concentration ont été employés comme esclaves dans les usines allemandes. Beaucoup d'usines allemandes ont eu recours au travail forcé. Et en France, donc, dans un premier temps, ça va prendre la forme du volontariat. C'est ce qu'on voit avec cette affiche. Hein. On veut inciter les Français à s'engager pour l'Allemagne. Et ils ont plusieurs moyens de convaincre les Français. Vous avez donc cette affiche de propagande. Mais il y avait aussi une autre promesse. On disait que pour 3 ouvriers français envoyés en Allemagne, l'Allemagne libérait un soldat prisonnier français. En réalité, l'Allemagne va en libérer bien moins que 1 pour 3 et du coup, ça va pas du tout convaincre les Français d'aller s'engager. Et avec cette campagne de volontariat, eh bien, en fait, il n'y a pas du tout assez d'ouvriers qui vont aller travailler en Allemagne. Du coup, l'Allemagne va imposer à la France la réquisition de main-d'œuvre et ça va être l'instauration, vous voyez, en 1943, c'est la question suivante, du service du travail obligatoire. Donc là, on n'est plus du tout sur la base du volontariat, c'est une convocation, hein, c'est comme quand dans la mobilisation militaire, c'est comme un service militaire, sauf que c'est un service de travail. On est convoqué pour partir en train à une date et à une certaine heure avec un certificat d'embauche que l'on reçoit et donc les hommes sont contraints d'aller travailler en Allemagne. Voilà par exemple ici un train à Gare du Nord, vous voyez, en 1943, avec des Français qui sont à bord du train et leurs familles et amis qui leur disent au revoir. Vous voyez que c'est pas du tout comparable à la déportation des Juifs ou des prisonniers. Hein. Ils voyagent dans des wagons de passagers. Certains vont travailler dans des conditions dures. Hein.
mais c'est pas du tout équivalent à une déportation, hein. Ils vont travailler dans des conditions relativement correctes par rapport à ceux qui étaient détenus dans des camps de concentration. Donc, par contre, ça va être très très mal accueilli par les Français, le service du travail obligatoire. La plupart n'ont aucune envie d'aller travailler en Allemagne, et beaucoup à ce moment-là, en fait, vont se cacher, vont chercher à échapper au service du travail obligatoire. Et d'ailleurs, ça va être un tournant, hein, dans l'occupation, parce que jusque-là, Pétain était quand même très soutenu, et cette décision-là, elle va pas du tout bien passer pour l'opinion. Et certains qui vont fuir le service du travail obligatoire vont rejoindre la résistance à ce moment-là. Alors ensuite, on vous demandait ce que subissent les habitants de la ville de Rouen et avec quelles conséquences. Donc on voit dans ce texte que les habitants de la ville de Rouen vivent les bombardements, puisque forcément, avec la libération de la France, eh bien, il y a aussi des bombardements, hein, sur des cibles militaires, mais pas que, enfin sur là où se trouvent les Allemands en fait, en France. Alors les Alliés distribuaient des tracts avant un bombardement pour que la population se cache, c'est-à-dire envoyer par avion des tracts en disant nous allons bombarder, cachez-vous. Mais bon, au final, ça n'a pas empêché des victimes, hein. Il y a eu des victimes de ces bombardements, hein. Deuxième Guerre mondiale est une guerre où il y a eu énormément de victimes civiles dues au bombardement dans tous les pays qui étaient occupés par l'Allemagne ou en Allemagne elle-même, et d'ailleurs aussi au Japon, hein. Il y a eu énormément de bombardements au Japon. Donc ces bombardements font beaucoup de victimes et beaucoup de destruction. Je vais vous montrer. Donc là, on a une image, vous voyez, de la ville de Rouen, où on voit ici la porte d'une église qui est pratiquement en ruine, les pompiers qui sont en train d'intervenir pour éteindre le feu, mais c'est pas du tout la seule ville qui a été bombardée. Ici, vous voyez une image de la ville de Caen, également bombardée, et là, le Havre, au moment de la libération, hein. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose debout, hein. Donc ça a été le cas en fait de beaucoup de villes de Normandie qui ont été les plus touchées puisqu'elles étaient sur le chemin des troupes alliées et qui ont dû être pratiquement intégralement reconstruites après la guerre. Il y avait pratiquement, enfin, des quartiers entiers ont été rayés de la carte et forcément avec des victimes. Donc ça, c'est des souffrances réelles qu'ont connues les Français pendant la guerre, qui fait que même si Pétain avait promis que la France allait donc sortir de la guerre et collaborer avec l'Allemagne pour éviter des souffrances aux Français, en réalité, la guerre constitue toujours une souffrance pour les populations, des souffrances bien réelles, que ce soit les pénuries, les réquisitions, le travail obligatoire, donc forcé, et ou les bombardements qu'ils subissent du fait de l'occupation. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai volontiers. J'espère que je peux vous dire à tous à la semaine prochaine en bonne santé. Au revoir, à très bientôt.